Bonsoir toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez votre pays ou président, abonnez-vous pour plus d'informations. Nous connaissions Téhéran comme nous connaissions Jérusalem. C'est avec ces mots forts qu'un responsable des services de renseignement israéliens a résumé, il y a quelques jours, l'ampleur de la préparation qui a permis à Israël, et indirectement aux États-Unis, de frapper au cœur même du pouvoir iranien. Les bombardements contre l'Iran ont commencé il y a maintenant presque une semaine, mais derrière les images spectaculaires des explosions et des frappes aériennes, une opération clandestine beaucoup plus ciblée avait été planifiée depuis de très longs mois, voire plusieurs années. L'élimination de l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique et figure centrale du régime depuis 1989. Aujourd'hui, nous allons nous pencher en détail sur les coulisses de cet assassinat inédit. Comment a-t-il été préparé ? Comment les services israéliens et américains ont-ils réussi à localiser et frapper l'homme le plus puissant d'Iran au moment précis où il était le plus vulnérable ? Nous ne reviendrons pas ici sur les justifications officielles avancées par Donald Trump, qui ont d'ailleurs évolué plusieurs fois ces derniers jours, ni sur les raisons géopolitiques globales de l'offensive, nous en avons déjà parlé dans une précédente vidéo. Nous ne traiterons pas non plus de l'impact économique mondial, ni de la position diplomatique de la France dans ce conflit. Dans quelques instants, nous ferons un point rapide et actualisé sur le bilan humain, qui ne cesse de s'alourdir et inquiète très fortement la communauté internationale. Mais d'abord, concentrons-nous sur les faits bruts. Comment cette opération a-t-elle pu être menée avec une telle précision au cœur de la capitale iranienne ? Retour sur le contexte historique et les relations explosives entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Pour bien saisir l'enjeu, il faut remonter à 1979. Cette année-là, la révolution islamique renverse le Shah Mohammad Reza Pahlavi, monarque pro-occidental et très proche des États-Unis. La monarchie disparaît. À sa place est instaurée une république islamique dirigée par des religieux, sous l'autorité absolue du guide suprême. Depuis 1989, ce rôle est occupé par l'ayatollah Ali Khamenei. Ce régime, souvent qualifié de « régime des mollahs », est connu pour ses graves violations des droits humains, sa répression systématique de toute opposition et des manifestations populaires, ainsi que pour son hostilité ouverte et constante envers Israël, dont il conteste jusqu'à l'existence légitime en tant qu'État. En janvier dernier encore, des manifestations massives ont été écrasées dans le sang. Selon plusieurs ONG, plus de 30 000 personnes auraient perdu la vie en quelques jours. Ce régime est également l'un des principaux soutiens des groupes armés hostiles à Israël, Hezbollah au Liban, Hamas à Gaza, Houthi au Yémen, et poursuit depuis des décennies un programme nucléaire qui inquiète la communauté internationale. Dès 2001, le premier ministre israélien de l'époque avait donné une directive claire au Mossad: faire de l'Iran une priorité stratégique absolue des opérations de renseignement, de sabotage et d'action clandestine. Cette priorité n'a jamais été remise en cause depuis. Au fil des ans, Israël a accumulé une connaissance extrêmement fine de Téhéran, ses infrastructures sensibles, ses circuits de sécurité, les habitudes de déplacement des hauts responsables, les emplacements de leurs résidences et de leurs lieux de réunion. Cette connaissance intime de la capitale iranienne est un élément clé pour comprendre ce qui s'est passé le 28 février. Les derniers jours avant l'attaque, la fenêtre d'opportunité exceptionnelle. Depuis plusieurs mois, Donald Trump multipliait les déclarations très menaçantes contre l'Iran. La question centrale pour Washington n'était donc plus si il fallait frapper, mais quand et surtout comment maximiser l'effet stratégique tout en minimisant les risques d'échec. Selon le Washington Post, le mardi précédant l'opération, le secrétaire d'État Marco Rubio aurait indiqué à des hauts responsables du Congrès que le calendrier et les objectifs de l'attaque étaient largement dictés par le fait qu'Israël était déterminé à agir, avec ou sans les États-Unis. L'objectif prioritaire était limpide: neutraliser le plus rapidement possible les plus hauts dirigeants iraniens. Car une fois les bombardements massifs lancés, ces derniers se réfugieraient presque certainement dans des bunkers ultra-protégés, rendant toute élimination ultérieure extrêmement difficile, voire impossible. C'est dans ce contexte qu'une opportunité exceptionnelle se présentait. La CIA, qui surveillait Khamenei et son cercle rapproché depuis très longtemps, a obtenu une information cruciale quelques heures avant l'attaque. Le samedi 28 février, plusieurs dirigeants iraniens, dont l'ayatollah Khamenei lui-même, devaient se réunir dans des bureaux situés au cœur de Téhéran. Comment cette information sensible a-t-elle été obtenue ? Selon une longue enquête du Financial Times, qui s'appuie sur de nombreux témoignages anonymes de personnes impliquées ou proches de l'opération, Israël disposait depuis des années d'un accès exceptionnel aux caméras de circulation de Téhéran. La quasi-totalité de ces caméras de vidéosurveillance avait été piratée par le Mossad. Grâce à ces flux vidéo, les services israéliens avaient pu cartographier avec une précision extrême les habitudes des responsables iraniens, où ils garaient leurs véhicules officiels, quels itinéraires ils empruntaient le plus souvent, à quelles heures ils se déplaçaient,
quel bâtiment est fréquenté régulièrement. Ces données, combinées à d'autres sources, notamment une source humaine infiltrée au plus haut niveau, ont permis de confirmer la tenue de cette réunion, son emplacement exact et l'heure prévue. Déroulement précis de l'opération du 28 février. Le samedi 28 février, vers 9h40 heure locale, des avions de chasse israéliens ont tiré des dizaines de missiles de précision sur le complexe abritant la réunion. Selon un chef d'état-major américain, les États-Unis ont joué un rôle décisif en amont. Des cyberattaques massives ont été lancées pour perturber, dégrader et aveugler la capacité iranienne à observer, communiquer et réagir en temps réel. Des antennes relais de téléphonie mobile autour du complexe ont également été brouillées ou neutralisées, désorganisant en partie les services de sécurité et les communications internes du régime. Pourquoi Khamenei n'était-il pas dans un bunker ultra sécurisé? C'est l'une des grandes interrogations qui restent en suspens à ce jour. On ne sait toujours pas avec certitude si la réunion se tenait dans un bunker profond et ultra protégé ou dans des bureaux classiques situés en sous-sol. Plusieurs sources affirment qu'elle avait lieu sous terre, mais pas nécessairement dans l'un des bunkers les plus sécurisés du régime. Plusieurs hypothèses circulent. Une faille majeure dans le dispositif de sécurité intérieure iranien, une sous-estimation du risque par Khamenei lui-même ou par son entourage, ou, selon certains analystes, une volonté possible de mourir en martyr dans un contexte où il sentait son régime menacé comme jamais auparavant. Ces éléments restent pour l'instant spéculatifs. Ce qui est certain, c'est que l'opération a réussi là où beaucoup pensaient qu'elle était irréalisable. Conséquences politiques et incertitudes sur l'avenir du régime iranien. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas qui deviendra le prochain guide suprême, ni même s'il y en aura un. L'administration Trump évoque de plus en plus ouvertement la chute complète du régime islamique. Donald Trump semble vouloir avoir son mot à dire sur la personne ou le système qui remplacera Khamenei. Israël et les États-Unis ont annoncé vouloir intensifier les frappes dans les jours et les semaines à venir. Même si Trump exclut aujourd'hui l'envoi de troupes au sol à Téhéran, la situation reste extrêmement critique et volatile. Point actualisé sur le bilan humain provisoire. Le bilan humain ne cesse de s'alourdir et inquiète très fortement la communauté internationale. Les chiffres restent provisoires et difficiles à vérifier de manière indépendante, mais voici l'état des lieux jeudi. En Iran, plus de 1000 morts et plus de 4000 blessés à la suite des bombardements américains et israéliens, selon les autorités locales, point du côté des frappes iraniennes. 6 militaires américains tués point dans les pays du Golfe, Koweït, Bahreïn, Oman, Émirats arabes unis. Moins d'une dizaine de morts totales, mais des dizaines de blessés point en Israël. Une dizaine de morts et plusieurs milliers de blessés à la suite des représailles iraniennes point au Liban. En représailles aux frappes en Iran, le Hezbollah a lancé des attaques contre Israël. Tsahal a riposté avec des opérations qui ont tué plus de 200 personnes, blessé plus de 700 et provoqué près de 80 000 déplacés, selon le ministère libanais de la Santé. L'Agence de l'ONU pour les réfugiés a qualifié la guerre au Moyen-Orient de crise humanitaire majeure, nécessitant une réponse immédiate et coordonnée dans toute la région. De très nombreux civils sont touchés dans plusieurs pays. Situation des Français bloqués dans la région. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, a annoncé jeudi soir que 750 ressortissants français avaient déjà été rapatriés depuis le début du conflit. Environ 5000 autres souhaitent encore rentrer. Plusieurs vols sont en cours de programmation. Par ailleurs, le porte-avions Charles de Gaulle est arrivé en Méditerranée orientale. Il doit encore naviguer plusieurs jours avant d'atteindre sa zone d'opération officielle, présentée comme une mission de protection des ressortissants français et des alliés de la France touchés par les frappes iraniennes. Outro. Merci à Léa pour ce tour d'actualité complet. Comme je le disais, la situation évolue extrêmement vite. Pour suivre tous les développements en temps réel, rendez-vous sur Instagram, compte Hugo Décrypte. Ce format, Actualité du jour, est également disponible en podcast sur toutes les plateformes, lien en description. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque jour, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve demain